Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière présentation de l'année, qui est celle du chapitre numéro 10, qui est intitulé Le fisc n'est jamais bien loin. Cette présentation est réalisée dans le cadre des meet-ups de l'association Bitcoin Lille. Néanmoins, cette présentation, je ne l'ai pas réalisée lors du mois d'août puisque j'étais en vacances. Alors bon, il y a des points plus ou moins intéressants qu'on va aborder aujourd'hui. Dans un premier point, on parlera de la législation française actuellement par rapport à la cession d'actifs numériques et notamment de Bitcoin. On parlera ensuite de plus-value, on verra comment gérer sa comptabilité et notamment deux informations essentielles dont on doit toujours disposer. On verra ensuite un pas par pas pour déclarer fiscalement dans sa fiche d'imposition finalement ces cessions d'actifs numériques. Peut-être la partie que vous pourrez passer si elle ne vous intéresse pas. Mais par contre, à la fin de cette présentation, je parlerai des régimes d'imposition et surtout de solutions, dont deux qui sont totalement légales, pour pouvoir transformer des crypto-monnaies, du Bitcoin, des stablecoins en monnaie fiduciaire, et cela sans imposition ou avec une imposition bien moindre. Donc, vraiment, la dernière partie est très intéressante. Alors bon, déjà, où on en est d'un point de vue, on va dire, fiscal en France en 2024, je vais commencer finalement cette vidéo par deux points. Premier, c'est que je suis pas avocat fiscaliste. Donc même si j'ai fait énormément de recherches et que tout est sourcé, il y a potentiellement des erreurs ou même des choses qui vont évoluer. Donc si à un moment vous avez des questions que vous vous posez, il est peut-être plus pertinent de contacter directement le fisc pour pouvoir avoir un retour écrit et sourcé de leur part. Même si eux-mêmes ils se trompent, ce qui des fois arrive, derrière au moins vous aurez une preuve que vous n'êtes pas en tort. Et puis la deuxième chose, c'est que la législation, elle évolue au fil du temps, et elle évoluera certainement dans les 5 ou 10 prochaines années. Donc voilà, ça c'est une photo à l'instant T de la situation dans laquelle nous sommes. Alors on va commencer par un petit rappel, qui est celui que nous avions fait dans la présentation du mois de juillet, qui était comprendre le bull run et s'y préparer. On va supposer qu'on dispose de monnaie fiduciaire, par exemple d'argent, et qu'on va vouloir acheter du Bitcoin ou de la crypto ou de stablecoin. On est en vert, donc il n'y a pas d'imposition lors de l'achat. On n'a aucun montant à déclarer lorsqu'on achète du Bitcoin. Par contre, il y a une chose qui est essentielle, c'est de déclarer l'ouverture et la fermeture des comptes à l'étranger. Et cela chaque année. Alors, un compte à l'étranger, on verra des exemples, mais c'est par exemple si vous achetez sur une plateforme, donc un exchange centralisé. Dans ce cas-là, vous devrez déclarer cette ouverture de compte, voire même la fermeture du compte, mais vous n'aurez jamais à déclarer le montant que vous avez, par exemple en Bitcoin ou en stablecoin, sur cet exchange. Donc pour l'instant, pas d'imposition à l'achat, et puis on va par exemple décider un jour de transformer du Bitcoin ou du stablecoin, soit pour acheter une bière, donc acheter un bien ou un service, soit pour le retransformer en monnaie fiduciaire. C'est à ce moment-là, on est maintenant en rouge, qu'il y a une imposition qui est réalisée. Une imposition non pas sur la totalité de l'achat, mais une imposition sur la plus-value qui a été réalisée entre l'argent investi au départ et l'argent finalement qu'on a entre guillemets gagné, ou plutôt qui est venu à augmenter par rapport du coup à la sortie finale. Cette imposition, on en parlera à la fin, mais elle est généralement de 30%. On verra qu'en fait il y a des stratégies pour pouvoir la diminuer. Et il y a un cas qui est vraiment intéressant, c'est que dans la situation où chaque année vous transformez par exemple du Bitcoin en de la monnaie fiduciaire, donc en de l'euro, eh bien si votre plus-value sur l'année est inférieure à 305 €, dans ce cas-là, vous n'avez pas de déclaration à faire. La seule déclaration que vous aurez quand même à faire, c'est l'ouverture et la fermeture de compte à l'étranger si vous en avez, mais vous n'aurez pas de formulaire à compléter sur une cession d'actifs avec plus-value. D'ailleurs, si vous avez une cession d'actifs sur l'année supérieure à 305 € par rapport à sa plus-value, et que vous ne le déclarez pas, on en parlera à la fin, mais nécessairement vous êtes à même de pouvoir vous taper des amendes. Alors bon, ce résumé il est clair, mais je veux vraiment être sûr que tout le monde l'a bien compris. Déclarer ses ouvertures et fermetures de compte, techniquement parlant, c'est obligatoire en France actuellement. Ça passe par un formulaire qui est le 3916 bis, dont on parlera plus tard. Mais il n'y a pas d'imposition sur l'ouverture, il n'y a rien à payer, et il n'y a surtout pas les montants, donc le nombre de bitcoins par exemple que vous avez sur un exchange qui est à déclarer. Ça, ce n'est pas à faire. Dans le cas par exemple des portefeuilles logiciels comme Sparrow, c'est pas à déclarer. Dans le cas des portefeuilles physiques comme Ledger, ce n'est pas à déclarer. Dans le cas des hot wallets comme par exemple MetaMask, qui n'a rien à voir avec Bitcoin, mais c'est pour donner un exemple pour que ça parle à beaucoup, pareil, rien à déclarer. Par contre, dans ces ouvertures et fermetures de comptes à l'étranger,
Là, nos 3 situations n'en étaient pas. On a le cas de Binance, de Bitpanda, de Bitstack, bref, de tous ces trucs qui sont finalement en fait des comptes à l'étranger typiquement, et des exchanges centralisés ou autres. Et derrière, il est nécessaire de réaliser du coup ce formulaire 3916 bis avec, tiens, j'ai ouvert tel jour le compte Binance, voici mon adresse mail associée au compte Binance et donner des informations associées sur cette ouverture de compte, et pareil lors d'une fermeture de compte. Et cela, même si ces comptes à l'étranger sont finalement en fait associés à des entreprises qui sont PSAN. PSAN, c'est quoi? C'est des prestataires en gros d'actifs numériques, plutôt à la vente d'actifs numériques, et Binance en est un. Même si Binance est PSAN en France, derrière, on doit nécessairement déclarer l'ouverture ou la fermeture d'un compte Binance. La petite différence, c'est dans le cas des PSAN français. C'est le cas de CoinHouse, de Finari, de Meria, de Paymium ou de StackInsat, et il y en a certainement d'autres que je n'ai pas listés. Dans le cas des PSAN qui sont des entreprises françaises, ces PSAN français vont directement envoyer en fait les données au fisc. Et donc par conséquent, il n'y a pas besoin pour ceux que je viens de barrer tout en bas de déclarer dans le formulaire 3916 bis une ouverture ou une fermeture de compte auprès du coup de ces différents prestataires. Donc voilà ce qu'il faut avoir en tête. Si c'est français et que c'est PSAN, il n'y a pas besoin de déclarer. Il n'y a pas besoin de déclarer les portefeuilles logiciels, hardware wallet ou hot wallet. Mais par contre, tout ce qui est exchange & co, c'est à déclarer dans la fiche d'imposition. Et puis, il y a la deuxième chose dont on parlait juste avant, dans le cas de la vente de Bitcoin, de stablecoin ou de crypto contre de l'euro, si la plus-value est inférieure à 305 balles, il n'y a pas de plus-value à déclarer, on est tranquille. Mais par contre, ça peut être dans la situation où vous payez votre squash toutes les semaines ou tous les mois en Bitcoin, ou que un meet-up, vous achetez une bière en Bitcoin. Si la plus-value est inférieure à 305, dans ce cas-là, pas de problème. Par contre, si la plus-value elle est supérieure à 305 €, on parlera de ce que c'est la plus-value après, à ce moment-là, il faut le déclarer. Pas dans le même formulaire, c'est un autre formulaire dans la déclaration d'imposition qui est le formulaire 2086. Petite remarque d'ailleurs, là on parle de plus-value. Dans le cas de la bourse, on parle aussi de moins-value, et dans le cas de la bourse, on doit déclarer les deux. Il se trouve que pour les crypto-monnaies et les actifs numériques, on ne déclare que ces plus-values. On peut aussi déclarer les moins-values, mais malheureusement les moins-values ne sont pas prises en compte, alors que dans le cas de la bourse, c'est le cas. Bon, on a fait ce premier point, je pense que c'était vraiment le point essentiel avec la législation actuelle, qui va potentiellement évoluer dans le futur. Puis maintenant, on va pouvoir voir comment finalement en fait est calculée l'imposition. Alors bon, on est dans le même cas que précédemment, on achète du Bitcoin, des stablecoins ou des cryptos avec de la monnaie fiduciaire. Et puis, on va supposer qu'on a investi 10 000 €, donc c'est notre montant investi total, directement en stablecoin. Au bout d'un mois, en janvier, on décide de transformer ces 10 000 € en 2 000 balles de stablecoin et 8 000 balles de Bitcoin. Donc en fait, on a acheté 8 000 balles de Bitcoin. Notre valeur du portefeuille en janvier est toujours de 10 000 balles. Néanmoins, le mois d'après, en février, on a une multiplication par 2 du prix du Bitcoin. Et on a maintenant un portefeuille à 18 000 €, puisqu'on a toujours ces 2 000 balles de stablecoin et 16 000 balles de Bitcoin. Donc notre valeur du portefeuille est plus importante que le montant investi total. Et puis on peut supposer par exemple que le mois suivant, on va dire fin février ou début mars, on va décider d'acheter une voiture. Ou bien de transformer nos bitcoins et nos stablecoins et de tout vendre et de transformer en monnaie fiduciaire. Donc soit monnaie fiduciaire, soit bien ou service. À ce moment-là, ce qu'il se passe, c'est qu'on va on a une plus-value, puisque finalement, en fait, on va retirer plus que le montant investi total. En l'occurrence, on va retirer 18 000 balles. Et donc, comme on a transformé du Bitcoin, de la crypto ou de stablecoin en une monnaie fiduciaire ou en un bien ou un service, alors on va être imposable. Donc là, par rapport aux 4 informations qui sont notées tout en haut, il y en a vraiment qui sont essentielles à garder en tête. Le plus-value, elle se calcule comment? C'est tout simplement finalement l'argent, le montant transformé en fiat, donc 18 000 €, auquel on va soustraire le montant qu'on investit au départ, donc qui est de 10 000 €. Ça veut dire qu'on a gagné 8 000 € par rapport au montant investi total initial, donc on a 8 000 € de plus-value. Et donc généralement l'imposition est à 30%, donc 30% de cette plus-value, donc de ces 8 000 balles, ce qui fait 2 400 €. Donc ça veut dire qu'on aura
dans notre déclaration à la fin, finalement 2400 € à payer en plus qui correspondent finalement en fait à cette imposition sur les plus-values. Alors là, c'était un cas qui était très simple, mais on a le cas problématique, en tout cas beaucoup plus compliqué, où le montant transformé en fiat n'est pas de 18 000 € alors que notre portefeuille vaut 18 000. Par exemple, on pourrait décider de retirer 16 000 alors que notre portefeuille vaut 18 000. Et dans ce cas-là, on aurait une fraction de l'imposition qui serait au moment où on convertit 16 000 des 18 000 en monnaie fiduciaire, on aurait une fraction qui serait à payer pour l'imposition, et un petit peu plus tard, quand le reste de notre portefeuille sera transformé en monnaie fiduciaire, on aura une autre quantité, cette fois-ci, à payer en impôt. Donc en gros, le complémentaire. Bon, la formule qui est ici, c'est la formule qui permet de le calculer dans toutes les situations. Là, dans la situation que j'ai choisie, comme on vend tout notre portefeuille en même temps, c'est tranquille. J'ai remis les valeurs ici pour que ça puisse vous donner une idée. On peut s'amuser à aller beaucoup plus loin dans les calculs, dans des situations plus complexes, mais ici, je vais passer. De toute façon, il y a une vidéo dans les sources qui explique ça en détail. Alors, il y a vraiment un point qui me semble essentiel. C'est ce que je disais en introduction. On a besoin, pour cette formule de calcul, du prix de cession. Le prix de cession, c'est quoi? C'est le montant que vous avez transformé en monnaie fiduciaire. Bon, ça, normalement, vous le savez combien vous avez acheté votre voiture, donc pas de problème. Mais le prix total d'acquisition, c'est-à-dire le montant investi total, n'est pas forcément une donnée qu'on a tendance à conserver. Donc c'est vraiment un truc qu'il va falloir noter dans un fichier Excel, par exemple, combien vous investissez petit à petit dans des cryptoactifs, pour que vous puissiez toujours, n'importe quand, si on vous le demande ou autre, y avoir accès. Le prix de cession, de nouveau, on vient d'en parler, c'est le même que celui-ci, on le connaît, c'est la valeur de notre voiture. Et la valeur du portefeuille lors de la vente est la deuxième information qui est essentielle à conserver. Ça veut dire qu'on ne doit pas juste savoir combien vaut un bitcoin si on vend du bitcoin. Dans notre exemple ici, on vendait et du bitcoin et des stablecoins. Donc il faut connaître la valeur de la totalité de notre portefeuille au moment de la vente. Et ça rajoute une difficulté. Point positif, dans ce troisième point, on va voir comment gérer sa comptabilité proprement et donc, par conséquent, pouvoir conserver ces deux informations. Alors, le montant investi total, qu'on appelle aussi prix total d'acquisition, il suffit de conserver une trace écrite, par exemple, comme je le disais, dans un Excel. Dès que vous achetez du Bitcoin, de la crypto-monnaie ou des stablecoins, derrière, vous le notez quelque part, quel jour, par exemple, sur quel compte ou sur quelle plateforme, ou comment, si c'est en peer-to-peer, ou une application type Pichu RoboSats, et également le montant que vous avez acheté. Et puis, si vous avez du mal à retrouver ça, parce que là maintenant, je sais pas, dans un mois, vous décidez de refaire toute votre compta au propre après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez retrouver en regardant soit vos relevés ou vos dépenses de votre compte en banque, si vous avez utilisé votre compte en banque pour pouvoir faire ces achats, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cas du peer-to-peer, où on paye généralement en cash, soit en téléchargeant sur par exemple le cas d'un exchange le fichier de transaction des achats. C'est le cas sur Binance, sur Coinbase, sur n'importe lequel, tous les exchanges que vous connaissez. Si vous êtes passé par un exchange pour pouvoir finalement acheter un cryptoactif ou du Bitcoin, et bien derrière, l'exchange a l'obligation de vous informer a l'obligation de vous permettre de télécharger un document avec la totalité des transactions que vous avez et donc de vos achats. Bon, ça va prendre un petit peu de temps si vous ne l'aviez pas déjà fait mais une fois que vous l'aurez fait, vous serez tranquille. Et puis la deuxième chose, c'était la valeur du portefeuille au moment de la vente. Non pas juste de la ligne qu'on va vendre, donc de Bitcoin et du stablecoin dont on parlait tout à l'heure, mais de la totalité de notre portefeuille sur sa globalité. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on va devoir regarder dans un Excel chaque token, le nom de chaque token, combien on a investi sur chaque token, son prix en temps réel, le nombre de tokens qu'on a pour chaque token, sur quel portefeuille ou exchange c'est, etc. etc. Bon, ça tombe bien, pareil, j'ai déjà réalisé une vidéo là-dessus, dont le titre est Gérer sa comptabilité crypto avec Excel, qui permet en fait de retracer un petit peu tout ça, donc il y a des explications en détail. Et puis bon, ça c'est assez facile à retrouver ces informations, il suffit d'aller sur tous ces portefeuilles logiciels, tous ces portefeuilles physiques et tous ces exchanges. Et puis derrière, on peut facilement savoir finalement combien on a de jetons pour tel type de token, etc. La difficulté, c'est de savoir combien on a investi exactement sur chaque ligne potentiellement. Mais ça, comme je le disais précédemment, les exchanges doivent être capables de vous fournir la liste de vos transactions dans un fichier Excel. Donc c'est toujours trouvable. Et puis sinon, commencez maintenant.
Alors ça, c'est ce que je mettais dans la vidéo dont j'ai parlé il y a quelques secondes. C'est en gros, on va dire un Excel qui permet de gérer sa comptabilité avec des stats supplémentaires qu'on peut potentiellement supprimer. Normalement, il est en une seule ligne, mais là, je l'ai coupé en deux, je l'ai mis un peu au-dessus, un peu en dessous pour l'agrandir. On a l'investissement total, donc qui est en fait la somme de nos investissements. Ici, dans l'exemple qui est suscité, on a 27 000 $ d'investissement. L'argent qu'on a transformé directement en euros ou en monnaie fiduciaire. On a ensuite le gain total, qui est en fait la totalité de la valeur de notre portefeuille, et ce que j'ai appelé gain actuel, mais on peut modifier le nom, qui est en fait l'écart entre les 84 et les 27 000. Donc on a gagné actuellement 57 000 par rapport à notre investissement initial. On a le multiplicateur des gains, ça veut dire qu'on a fait x3 pour passer de 27 000 à 84 000. Et ensuite, on a des informations. Donc là, j'ai mis par exemple le tag du token, l'argent investi pour chaque token, le prix qu'on a actuellement sur chaque token. Donc ça, c'est dans cette situation-là, un Bitcoin valait 70 000. Et puis le nombre de tokens, on va supposer qu'on a un Bitcoin. Juste en dessous, c'est la continuité. On voit que pour le Bitcoin, comme on a un Bitcoin à 70 000, ça veut dire qu'on a 70 000 $ de Bitcoin. C'est 83% de notre portefeuille. Et puis après, on peut s'amuser à faire des stats un peu particulières sur notre prix d'achat ou autre. C'est pas forcément nécessaire, mais ça peut être intéressant quand on se positionne comme investisseur et qu'on veut voir un petit peu le retour sur investissement ou voir l'évolution de nos performances. Et ensuite, la dernière partie qui est ici, c'est finalement en fait, voilà, j'ai du Bitcoin sur un hardware wallet, j'en ai quasiment un à 5 centièmes près, et sur mon wallet Lightning, j'ai 5 centièmes de Bitcoin, et donc par conséquent, ça me fait bien au total le 1 Bitcoin qui était affiché juste ici. Bon, ça, c'est très intéressant parce qu'on a toutes les infos. On a l'argent qu'on a investi au total, et on a également le gain total qui correspond à la valeur totale de notre portefeuille. C'est exactement les deux valeurs dont on parlait précédemment ici et dont justement on a besoin en cas de cession d'un actif numérique. Alors la problématique, c'est, comme je le disais précédemment, d'avoir la valeur de son portefeuille exacte au moment où on fait cette cession. Et pour ça, il va falloir que les données elles puissent s'actualiser au moment de notre cession avec le prix de potentiellement chaque token, si on a plusieurs tokens et pas juste du Bitcoin. Alors pour ça, pareil, j'ai mis le lien d'une vidéo en commentaire, qui est une autre vidéo qui en fait explique comment faire directement pour pouvoir en fait utiliser une API, donc faire une requête à un site ou à un serveur qui va nous permettre d'obtenir, lorsqu'on fait cette requête, le prix des différentes crypto-monnaies. Alors lorsqu'on a uniquement du Bitcoin ou uniquement du Bitcoin et un autre cryptoactif, il n'y a pas de problème. On peut même aller chercher sur CoinMarketCap, copier-coller, c'est fini. Mais dans le cas où on en est peut-être 5, 10 ou autre, ça peut être plus intéressant de faire une requête API. Donc là, il y a toutes les explications dans la vidéo qui est en source. Voici un petit peu ce que ça peut donner. Ici, on est dans le cas d'une base de données. Dans la vidéo, en fait, cette base de données est sur Google Drive. On s'en fiche parce qu'il n'y a pas de montant de combien de tokens on a ou de combien on investit. Et une fois que cette base de données est actualisée, on la copie-colle dans notre Excel qui est en local. Et quand je dis en local, ça veut dire sur notre ordinateur qui n'est pas dans le cloud ni quoi que ce soit pour éviter les problèmes de privacy. Et en ce sens, du coup, on va avoir notre Excel en local qui va s'actualiser par rapport aux nouvelles valeurs de la base de données qu'on vient de copier et qu'on vient donc de coller dans notre Excel. Bon. On a donc les deux informations qu'on a pu définir précédemment qui sont en fait finalement des informations qu'on aura du coup désormais tout le temps et qui nous permettent de gérer notre comptabilité proprement et donc notre imposition aussi. Donc justement en parlant d'imposition, on va arriver sur notre quatrième partie qui est la déclaration fiscale. Bon, la déclaration fiscale, comme je disais précédemment, c'est certainement la partie la moins intéressante, mais bon, si vous n'hésitez pas à passer à partir dans la partie numéro 5 et surtout 6 si cette partie-là elle vous intéresse pas. C'est déclarer finalement les ouvertures de comptes à l'étranger, à l'exception des PSAN français. Ça doit se faire chaque année. C'est très facile, et comme je l'ai dit, c'est par le biais du formulaire 3916 bis. Très facile parce que normalement, on sait quel compte on a ouvert. Au pire, on regarde ses mails, ou sinon on le note dans notre Excel de comptabilité. Tiens, tel jour, j'ai ouvert tel compte avec telle adresse mail. Aucun problème. Ou pareil lors de la fermeture. Par contre, on a aussi la déclaration des plus-values. Si ces plus-values sont supérieures à 305 €, qui sont à déclarer chaque année dans la déclaration fiscale par le biais d'un autre formulaire qui est le 2086. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Parce que quand vous allez acheter par exemple votre bière,
vous n'allez pas vous amuser au moment où vous allez acheter votre bière à faire le calcul comme ici avec bah tiens alors imaginons j'ai 18 000 balles sur mon portefeuille au moment où j'achète ma bière elle coûte 5 balles, donc du coup j'ai transformé, et puis derrière faire ce calcul-là, il n'y a aucun intérêt, surtout si régulièrement vous payez en crypto-monnaie ou en bitcoin. Donc c'est extrêmement complexe de suivre ces plus-values, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas, et puis de toute façon, pour quelqu'un de, alors je dirais peut-être pas lambda, parce que c'est pas vraiment le terme que je veux utiliser, mais généralement, les plus-values, elles ne dépassent pas les 305 euros, sauf dans le cadre d'une prise de profit importante ou des personnes qui vivent uniquement avec du Bitcoin, car c'est tout à fait possible, on verra ça tout à l'heure. Alors bon, on va passer du coup sur le site de impôt.gouv, où j'ai pris un exemple de déclaration. On va arriver sur l'étape numéro 3, après les renseignements personnels qui ont été passés, et on arrive ici sur la déclaration de revenus. Alors on a déclaration annexe, on va cliquer dessus, et là-dedans on a deux lignes, qui sont la ligne du 3916 bis, donc pour la déclaration d'ouverture et de fermeture de compte à l'étranger, et la ligne avec le formulaire 2086 pour la déclaration de plus ou de moins-value. Bon, évidemment, si vous n'avez pas de plus-value ou de moins-value à déclarer cette année, vous n'allez pas cocher le formulaire 2086, vous allez faire que le premier. Par contre, tous les ans, vous devrez déclarer, si vous en avez au moins un, l'ouverture ou la fermeture d'un compte, ou plutôt montrer qu'en fait il existe encore. Alors bon, voilà, une fois qu'on a cliqué là-dessus, on va faire valider, et puis on va accéder à cette partie-là. On observera qu'il y a deux cases cochées, une avec les plus-values et gains divers, ok, et puis une autre, les comptes à l'étranger. On continue, on passe, on arrive du coup sur la page suivante avec les revenus. On a à un endroit la case 3N et 3BN qui correspondent en fait aux cessions d'actifs numériques avec les plus et moins-values. Ces deux cases généralement sont complétées automatiquement une fois que vous aurez rempli du coup le formulaire 2086, mais vous pouvez aussi le remplir directement par vous-même et vérifier par la suite que le calcul que vous aviez fait avec cette formule par rapport à vos sections finalement correspondent bien à la réalité. Ce que vous dit les impôts. On continue, on a maintenant ici une case 8UU avec les comptes ouverts et détenus, elle est cochée automatiquement puisqu'on l'avait fait précédemment. Et puis quand on passe ensuite, on a un petit blabla, un petit narratif nous disant qu'il faut faire attention pour les comptes, que s'il y a un compte qui n'est pas déclaré, on peut avoir une amende de 750 par compte non déclaré ou de 750. Que dans le cas d'une omission, on peut avoir également des amendes supplémentaires de 125 euros si c'est en cas d'omission d'inexactitude, et on verra des situations plus complexes encore par la suite. Passons. Et puis, une fois qu'on est là, on a terminé notre déclaration, mais il nous reste avant de signer les deux annexes à compléter. Donc l'annexe 3916 bis et l'annexe 2086, donc les deux formulaires dont nous parlions précédemment. Commençons avec le 3916 bis, donc le titre est ici. On va avoir la possibilité de dire tiens, je veux déclarer 6 nouveaux comptes, donc on va mettre 6, et puis ensuite derrière on viendra déclarer compte par compte. Donc le titulaire du compte ou contrat, c'est votre nom prénom, donc associé à votre imposition. Numéro de compte, en fait finalement c'est l'adresse mail par exemple, et le nom de l'exchange dans le cas d'un exchange ou la plateforme que vous avez utilisée. Et puis la première fois vous remplirez tout ça, et puis la deuxième fois vous aurez la possibilité de consulter ou de modifier, ou même de supprimer. Et donc par conséquent à ce moment-là, quand on clique sur modifier, en fait on a cette fenêtre qui s'ouvre. On a du coup votre identité, le compte d'actifs numériques, c'est notre situation ici, le numéro du compte ou l'adresse mail, la date d'ouverture, la date de fermeture si c'est le cas, et puis on a des informations ici à compléter directement par rapport à ce que c'est. Dans notre situation, BingX, il n'était pas dans la liste. Donc du coup, on peut le rajouter dans la liste. Et puis, dans la situation où on a du mal à trouver l'endroit où se situe le siège social de cette société, derrière, on peut compléter de cette manière-ci. On est titulaire ou pas, mais ici, l'exemple souligne qu'on est titulaire du compte, à usage personnel exclusivement et non pas à usage professionnel. Et puis on va valider et continuer avec l'ensemble des comptes que nous avons à déclarer en ouverture ou en fermeture. C'est à déclarer chaque année. Et puis il nous reste maintenant la déclaration 2086. Je le répète, uniquement dans le cas où il y a une plus-value supérieure à 305 euros à déclarer dans l'année. Donc ici on voit plus ou moins value réalisée directement. Donc on a cliqué sur annexe 2086, on arrive là-dessus. Et là on nous dit 200 plus ou moins value au maximum par membre du foyer fiscal. Je
vais pas rentrer sur ce qu'est un membre du foyer fiscal, ça en réalité OSEF, mais c'est la valeur 200 qui est intéressante. Pourquoi? Parce que en réalité, imaginons que aujourd'hui, vous achetez une bière au bar et ensuite vous allez chez le fleuriste et vous achetez des fleurs. Dans les deux situations Bitcoin, ça ne compte pas comme 2 sessions, ça compte comme une seule session puisqu'une session est un jour. Et donc par conséquent, vous ferez le calcul sur votre journée de la session que vous avez eue et donc potentiellement de la plus-value que vous avez prise. Donc 200, ça veut dire finalement sur 200 jours. Et donc en fait, je pense que c'est une limite pour différencier potentiellement des traders, donc des professionnels, des non-professionnels. Voilà ce qu'il en est. J'avais entendu que s'il y avait plus que 200, enfin plus que ce nombre de sessions réalisées sur l'année, il était tout à fait envisageable d'envoyer un message au fisc pour que derrière, vous puissiez réaliser du coup les sessions supplémentaires en déclaration directe et pas du coup par le site. Bon bref, passons. Généralement, il n'y en aura pas autant de toute façon. Et on arrive sur cette déclaration qui est magnifique. Alors nom, prénom, adresse, donc c'est votre identification, les dates de session. Bon, là-dessus, de toute façon, vous la connaissez, pas de problème. Ici, j'ai pris un exemple en mai 2023. La valeur globale du portefeuille. Tiens, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Information hyper importante. J'ai pris ici, dans cet exemple, la situation où la valeur globale du portefeuille serait de 10 000 balles. C'est un exemple. Donc c'est la valeur globale, donc totale du portefeuille au moment de la session. Ensuite, on a le prix de cession. Bon, supposons qu'on va tout vendre, tout transformer en euros, donc du coup on a 10 000. Les frais de cession, finalement en fait, on va dire qu'il y a 1 euro de frais sur l'exchange, où on a transformé en euros, et donc du coup le prix de cession net des frais, c'est 10 000 moins 1, donc 9 999 euros, pas de problème. La soult, c'est uniquement pour l'immobilier, donc OSEF, et puis ensuite on a du coup en fait les mêmes valeurs, moins les soult, donc du coup qui ne sont pas prises en compte. Ça veut dire qu'au total, on a on a obtenu 9 999 euros. Maintenant, on va prendre en compte le prix, finalement, la deuxième valeur qui est hyper importante, qui est le prix total d'acquisition. Supposons qu'on avait mis 1000 balles au départ, que ces 1000 balles sont devenues 10 000 balles, et ces 10 000 balles, on les transforme entièrement en monnaie fiduciaire. Et bien ici, on va devoir compléter 1000. Et donc par conséquent, on n'a toujours pas de soult, parce qu'on n'est pas dans l'immobilier, mais automatiquement se calcule par la suite le prix total d'acquisition, qui est en fait finalement toujours 1000, parce que c'est 1000 moins les soults, mais il n'y en a pas. Les plus ou moins values, donc ici dans notre situation, on avait 9 999 euros qu'on a gagné, qu'on a obtenu, moins les 1000 balles de départ d'acquisition, donc on a 8 999 euros de gain, donc du coup de plus-value, et donc on a c'est répertorié de nouveau tout en bas. Là-dessus, pas trop de difficultés, mais vous voyez que c'est pas à vous de mettre la valeur, c'est à vous de mettre les différentes informations et c'est automatiquement calculé. On observe d'ailleurs que la formule dont nous avions précédemment parlé est écrite juste ici, avec nos différentes lignes. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont réécrite? Parce qu'on a la situation où en fait on utilise la fraction du capital initial. Donc là, c'est dans le cas où, au lieu de vendre la totalité de mon portefeuille en même temps, donc de vendre les 10 000 balles sur les 10 000 balles, je décide par exemple, sur les 10 000 balles au total, de vendre 8 000 balles. Et à ce moment-là, on aura en 221, donc ici, la fraction de capital initial contenue dans le prix total d'acquisition à calculer, et qui se calcule uniquement parce que j'ai souligné en bleu, ligne 223 fois ligne 217 divisé par ligne 212, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour la déclaration. Bon, il y a du blabla qui explique un petit peu comment ça se passe. J'ai mis une fois de plus le lien tout en bas. Et une fois que c'est fait, on clique sur suivant. On a sur le total des prix de cession 9 999. Et si on retire du coup l'argent qui a été investi initialement, on est à 8 999. Et donc c'est sur cette base-là que l'imposition va se réaliser à 30% ou moins en fonction de ce qui est choisi. On en verra ça dans la dernière partie, c'est-à-dire très bientôt. Bon, c'est validé, on a ici le montant qui est réécrit, notre report est activé parce que je suppose que ça a été fait après la demande après la première salve d'entrée de l'imposition. Donc en gros, les impositions, je vérifie les dates, mais disons que c'est par exemple de mars à juin. Bon, je suppose que ce test a été réalisé après juin, donc c'est pour ça qu'il y a report activé. Ça veut dire que les impôts ont déjà été payés potentiellement par la personne, mais que comme là maintenant la personne elle déclare des plus-values qu'elle n'avait pas déclarées, et bien finalement ce qui se passe c'est qu'en fait l'impôt elle le payera pas cette année, mais elle le payera en report, donc dans plusieurs mois, voire même l'année prochaine.
Voilà un petit peu ce qu'il en est. Bon, alors juste avant de passer à notre dernière partie, assez excitante d'ailleurs, quelques chiffres que je trouve assez intéressants. Sur les déclarations 2022, donc sur l'année précédente, on avait 20 000 contribuables qui ont déclaré du coup des plus-values, enfin qui ont déclaré la possession de comptes, voilà, et pour au total 400 millions d'euros de plus-value. Ok, c'est quand même assez étonnant en 2022 d'avoir aussi peu de contribuables qui déclarent des comptes ouverts, mais soit. En 2023, on n'en a que 10 000 pour 213 millions d'euros de plus-value. En fait, il y a 245 millions de plus-value et 32 millions de moins-value, ce qui fait 213 millions de plus-value nette. Très intéressant parce qu'on observe qu'entre 2022 et 2023, il y a eu moins de personnes qui ont déclaré une ouverture de compte ou des plus-values. Alors, ça peut s'expliquer par pas mal de choses. Ça peut s'expliquer par une peur du fisc, donc finalement les gens qui l'ont fait en soum-soum, qui n'ont pas déclaré leur plus-value. Ça peut être plein de gens qui ont finalement pris moins de 305 euros de plus-value. Ça peut être également le fait que finalement en fait on était en bear market et donc par conséquent pas intéressant de prendre des plus-values. Il peut y avoir plein de choses qui expliquent cette valeur-là. Ce sera très intéressant en 2024, surtout 2025 de voir un petit peu l'évolution de cela. Et puis quand même ces chiffres sont à remettre en perspective puisque la dernière étude de KPMG dit qu'il y a 6,5 millions de Français, soit approximativement 12% de la population qui posséderait des crypto-actifs, notamment du Bitcoin. C'est très intéressant parce que 6,5 millions de Français, ça contrebalance, si on contrebalance avec les 10 000 contribuables qui ont fait ces déclarations, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'il y aurait effectivement un gros écart. Ce gros écart s'estime à un manque à gagner d'environ 1,2 milliard de dollars pour le fisc, d'où le fait qu'il y a des lois, des projets de loi qui ont été votés, comme MiCA, mais aussi comme le DCA8. DCA8 qui arrivera en janvier, j'ai mis 2028, mais je crois que c'est 2026, ouais, il faudrait que je modifie ça, qui est en fait tout simplement une régulation qui fait que les exchanges et les PSAN auront l'obligation de constamment envoyer les informations KYC, montant, etc. au fisc, et cela de manière continue. Donc c'est un véritable problème pour la privacy, mais finalement ça fera le bonheur des impôts puisque personne ne pourra gruger quoi que ce soit. À partir du moment où vous serez sur un exchange centralisé ou autre, toutes les informations seront envoyées directement au fisc. Bon, voilà un petit peu ce qu'il en est. Des statistiques, elles sont quand même assez intéressantes. On verra l'évolution dans le futur. Et on va passer à l'un de nos derniers points, les régimes d'imposition. Alors, il faut bien comprendre qu'il existe 3 types de régimes. Les BIC pour les bénéfices industriels et commerciaux, en gros c'est pour les professionnels et les entreprises. Les BNC, c'est les bénéfices non commerciaux, c'est quasiment la même chose. Généralement c'est pour les professionnels et entreprises également, mais dont c'est pas l'activité principale. La transformation de monnaie fiduciaire de crypto-monnaie ou de crypto-actifs en monnaie fiduciaire. Et rajouté depuis, je crois, cette année, les traders professionnels dans cette catégorie des BNC. Mais il y a aussi un autre truc qui est très intéressant et qui est très important à avoir en tête. C'est que dans le cas des revenus du staking ou du mining, ce n'est pas pris en compte comme un crypto-actif classique, c'est pris en compte dans le cas d'un bénéfice non commercial. Donc ça veut dire que dans la déclaration d'imposition, il va y avoir les bénéfices non commerciaux si vous faites du mining qui sont à déclarer là-dedans. Pareil dans le cas du staking. Alors moi je trouve ça quand même très étonnant. Je comprends l'idée que effectivement les fermes de minage soient à déclarer là-dedans. Mais en fait, en réalité, je me dis, mais quand t'as un gamin de 14 ans qui est en train de miner avec sa 1070 dans son PC, what? Voilà. Donc il y a des trucs finalement en fait qui sont assez borderline par rapport à cela. Ça viendra potentiellement à évoluer dans le futur peut-être. Par contre, un autre point qui est vraiment important, c'est que dans le cas du staking ou du mining, le prix entre guillemets d'achat du Bitcoin ou du token qu'on va obtenir n'est pas sa valeur au moment où on l'obtient. Je vais m'expliquer. Si vous minez par exemple un bloc de Bitcoin et que un Bitcoin vaut 60 000, eh bien votre coût d'achat finalement ne va pas être de 60 000. Votre coût d'achat va être de 0. Donc dans le cas du mining ou du staking, on se fait avoir par rapport à cela. Et c'est vraiment un point qui est très important à avoir en tête lorsqu'on fait finalement ces calculs. Finalement, si vous faites du staking ou du mining, on peut considérer que c'est comme si vous n'aviez rien investi pour pouvoir obtenir du coup ces jetons, et donc ils ont été créés ex nihilo.
et cela même si vous aviez investi du matos. Donc c'est ce qui est écrit juste en dessous. Le fisc considère que les bitcoins ont été attribués gratuitement. Bon, ça n'a pas de sens, mais soit. Et puis il y a le troisième régime d'imposition qui est un peu différent, qui s'applique en fait aux deux précédents également. C'est généralement celui de tout le monde. C'est la flat tax. La flat tax, c'est quoi? En fait, elle est divisée en deux. La flat tax, c'est une taxe de 30%. Elle est divisée en 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% fixe de prélèvements sociaux. Donc ça fait 30%, d'où les 30% des 8000 balles dont on avait parlé au tout début de notre présentation, donc 30% de la plus-value. Et on doit, en cas de plus-value d'une cession d'actifs numériques, finalement payer cette flat tax. Ça vaut pour tous les particuliers, mais ça vaut aussi pour les BNC et les BIC. Donc ces trois régimes-là. Par contre, dans le cas des entreprises type SA, SARL, etc., là, on a un régime qui est différent parce que c'est des entreprises avec des bénéfices annuels et l'imposition n'est pas la même, elle n'est pas à 30% avec la somme de ces deux-là, elle est entre 15 et 25%, mais donc je passe ce détail parce que c'est plus technique. Donc on peut retenir que généralement, on doit payer la flat tax, notamment si vous êtes particulier, qui s'élève à 30%. Et c'est là où on arrive sur notre dernier point, très 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 intéressant. Avec finalement deux solutions vraiment totalement légales qui permettent de diminuer finalement en fait l'argent qu'on doit au fisc en cas de cession d'actifs numériques pour de l'euro ou des monnaies fiduciaires ou d'un bien ou d'un service. La première solution, c'est d'utiliser en fait finalement la flat tax pour payer moins. Je m'explique. Normalement, on doit payer 12,8% d'imposition sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui fait 30%. Mais depuis 1 ou 2 ans, il est possible d'utiliser non pas l'impôt sur les 12,8% d'impôt sur le revenu, mais le barème progressif d'imposition sur le revenu. Et donc, si votre barème progressif d'imposition sur le revenu a une valeur, donc un pourcentage inférieur à 12,8%, finalement, vous êtes bénéfique et vous payerez moins de 30% de flat tax. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le trouver, ce barème progressif d'impôt sur le revenu? Il suffit de trouver dans votre déclaration d'impôt la partie revenu imposable. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Et ensuite, on peut aller sur le barème d'imposition, par exemple 2024 sur les revenus 2023. Donc, on veut notre revenu net imposable. Et donc, on voit que si pour une part, on gagne moins de 11 294 € dans notre foyer sur l'année, eh bien notre taux d'imposition est de 0%. Par conséquent, on va avoir les 17,2% de prélèvements sociaux quand on va décider de transformer du Bitcoin en une monnaie fiduciaire. Bien évidemment, si on dépasse les 305 € d'exonération. Mais en plus, on a non pas les 12,8% d'impôts, mais les 0% puisqu'on est dans cette situation-là. Et donc, par conséquent, on n'a que 17,2%. Donc, c'est beaucoup plus intéressant dans cette situation-ci. Et puis ensuite, on a une autre situation où on a un revenu net imposable compris entre 11 295 et 28 797. On est donc à 11%. 11% plus 17,2, ça fait 28,2%, soit moins de 30%. On va dire que pour une grande partie de la population, on se situe dans ces deux situations-là. Donc mieux vaut utiliser le barème progressif d'imposition pour payer moins en cas de cession d'actifs numériques contre de la monnaie fiduciaire ou des biens ou des services. Mais par contre, si vous êtes dans les autres cas, 30%, 41%, 45%, là dans ce cas-là, vous êtes en rouge parce que vous allez dépenser plus si vous le faites par le barème progressif d'imposition sur le revenu. Et donc mieux vaut payer la flat tax de 30% telle qu'elle est. Ça, c'est un premier point qui est tout à fait légal et qui est extrêmement intéressant. Le deuxième point, c'est peut-être ma préférée, c'est le cas des donations. Car effectivement, tous les 15 ans, vous avez la possibilité de donner de l'argent. Et donc, il est tout à fait possible de dire, tiens, je vais décider de donner à une certaine personne, on va définir ça juste après. Aujourd'hui, je donne un Bitcoin. Et donc, par conséquent, si cette personne, au moment où elle reçoit ce Bitcoin, elle le vend tout de suite, eh bien, on va voir qu'en fait, cette exonération va être finalement faite sur aucune plus-value. Prenons le cas des partenaires de Pacs ou des époux. Eh bien, tous les 15 ans, donc sur une période de 15 ans, l'un peut donner à l'autre près de 80 000 balles. Dans le cas des frères et sœurs, près de 16 000, les neveux et nièces, près de 8 000. Donc, je rappelle, neveux et nièces, c'est les enfants de notre frère ou les enfants de notre sœur, si on en a. Et cela pour chaque frère ou sœur, pour chaque neveu ou nièce, etc. Dans le cas d'un parent, il peut donner jusqu'à 100 000 € tous les 15 ans à son enfant.
Dans le cas d'un parent et vers un petit enfant, 32 000, et d'un parent vers un arrière-petit enfant, 5 300. Et puis, on a deux situations vraiment intéressantes, si ça vient à arriver. Le cas des personnes handicapées, si on a quelqu'un dans notre famille qui est handicapé, on peut lui donner jusqu'à 159 000 euros en plus des exonérations qui sont précédemment citées juste ici. Et on a une autre situation supplémentaire qui vient elle aussi à s'ajouter à tout ce qu'on a déjà au-dessus, qui est l'exonération des dons familiaux. Alors en fait, dans tout ce qu'on est en train de décrire ici, c'est tout le temps d'un adulte vers plus petit, à l'exception des deux premiers. Je m'explique. Dans le cas des neveux, nièces, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, c'est toujours dans la situation où on va venir à donner à quelqu'un de plus petit que nous. Donc finalement, qu'il soit majeur ou pas, c'est plus petit que nous, point. Dans le cas des frères et sœurs, c'est la même hiérarchie dans la famille, pas que c'est époux, même chose. Dans le cas des personnes handicapées, ça peut être finalement n'importe qui là-dedans. Et donc c'est forcément soit de notre niveau dans la hiérarchie, entre guillemets, soit en dessous. Et donc, dans l'arbre généalogique. Et donc ensuite, on a l'exonération des dons familiaux, qui, elle, est un petit peu différent, qui est de 32 000 balles, donc c'est la même valeur que ici, pour les enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Mais il y a une condition particulière, c'est que l'adulte doit avoir moins de 80 ans et le destinateur doit être majeur ou émancipé. Et donc, c'est très intéressant, pourquoi? Alors j'ai mis voir neveu et nièce dans la situation où si on n'a pas l'un de ces trois-là, enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, on peut faire des dons familiaux à un neveu à des neveux ou à des nièces. Et pourquoi est-ce que c'est très intéressant de prendre tout ça en compte? Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir en fait aller encore plus loin dans le jeu là-dessus sur les donations. En effet, dans le cas d'un partenaire de Pacs ou d'époux, on a dit qu'on pouvait donner jusqu'à 80 000 balles tous les 15 ans. Mais ça peut être dans les deux sens. Ça veut dire que vous, de votre côté, si vous avez un portefeuille, par exemple, de Bitcoin, et que vous voulez, à un moment ou à un autre, transformer en monnaie fiduciaire, pourquoi transformer 80 000 balles? C'est une bonne question, sachant que c'est le Bitcoin et que ça... Voilà. Mais, soit, chacun fait ce qu'il veut. Et bien derrière, vous allez pouvoir, avec votre portefeuille, donner 80 000 balles de monnaie fiduciaire à votre épouse ou à votre époux. Pour ça, vous lui enverrez un bitcoin, vous direz au fisc que j'ai fait un don de 1 bitcoin, le bitcoin valait 80 000 balles, donc du coup ça y est, j'ai fait ma donation de 80 000 balles pour ces 15 prochaines années, et dans 15 ans je recommencerai. Mais d'un autre côté, vous pourriez aussi dire, tiens, toi que j'aime, toi avec qui je vis, toi mon partenaire de Pacs ou mon époux ou mon épouse, j'aimerais que tu ouvres toi aussi un compte sur telle plateforme, que toi aussi t'achètes du bitcoin, que toi aussi tu as un portefeuille de Bitcoin, et à un moment ou un autre, toi tu vas en fait, donc en gros on gère son portefeuille, et toi à un moment ou un autre, finalement ce que tu vas faire, c'est que c'est toi qui vas me faire une donation de 80 000. Et donc par conséquent, en jouant là-dessus, en fait à deux, on peut avoir jusqu'à 160 000 de donations sur 15 ans. Dans le cas des frères et sœurs, des neveux et nièces, c'est un peu spécifique, pareil des petits-enfants, des arrière-petits-enfants ou des personnes handicapées, donc je passe. Mais je suppose que beaucoup d'entre vous ont au moins un enfant. Et dans le cas des enfants, les deux parents peuvent chacun donner 100 000. Donc un enfant peut recevoir 200 000. Donc, ça peut être intéressant pour sécuriser par exemple les plus-values et sa potentielle indépendance financière plus tard. Dans le cas des exonérations de dons familiaux, de la même manière, chaque parent peut donner un enfant, quand il sera majeur ou émancipé, jusqu'à 32 000 balles. Ça veut dire que finalement, si on met tout ça en compte, 161 000 plus 200 000 plus 64 000, ça veut dire qu'on peut, sur 15 ans, juste par de la donation, transformer 425 178 euros de cryptoactifs vers de la monnaie fiduciaire sans aucune déclaration sur les plus-values à réaliser. Par contre, évidemment, je reprends l'exemple de tout à l'heure, si je veux donner à mon épouse ou à mon époux un bitcoin qui vaut 80 000 balles au moment où je le fais, si je lui envoie le bitcoin à 80 000, la personne le reçoit à 80 000, mais qu'elle le vend à 90 000, dans ce cas-là, il y aura cette exonération de 80 724 euros qui se fera. Mais par contre, le complémentaire jusqu'à 90 000, c'est-à-dire 9 276 euros, là-dessus, il y aura une imposition sur les donations qui est un truc énorme. Je crois que c'est 60% de taxes, quelque chose comme ça. Donc là-dessus, c'est abusé. Donc voilà une stratégie qui me semble hyper intéressante à avoir en tête.
puis la solution numéro 3, c'est le pair à pair. Alors, techniquement parlant, c'est pas tout à fait légal, mais en réalité, c'est quelque chose qui arrive sur le Bon Coin, sur Vinted ou autre, quand c'est pas déclaré, ce qui est l'immense majorité du temps. Dans le cas d'un échange en pair à pair, vous allez, je sais pas, vous avez un pote avec qui vous allez boire une bière, et puis il paye en monnaie fiduciaire et vous le payez en bitcoin. Bah, finalement, vous lui avez acheté un bien ou un service qui est finalement en fait cette bière, mais comme ça se réalise en peer-to-peer, voilà, vous le déclarez pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour certains envisageable. Il y a aussi l'utilisation de cartes cadeaux pour ses dépenses. Dans le cas notamment de Bitrefill, on en avait déjà parlé sur l'indépendance financière de Bitcoin dans l'une des présentations cette année, où on peut finalement en fait vraiment vivre avec ça, hein, sans même avoir de KYC à faire, et juste avec une adresse mail qu'on a pu créer par exemple avec un fournisseur d'adresse mail gratuit et spécifique à Bitrefill. Et vraiment on a tout, hein. Enfin on peut faire ses courses chez Auchan, on peut louer un BNB, on peut aller acheter des livres, jouer à Steam, enfin il y a vraiment tout ce qu'on veut de ce point de vue là. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a pas mal de bitcoiners qui vivent à 100% avec de leur bitcoin en passant directement par Bitrefill, quoi. Et donc il y a quand même un point qui est nécessaire à avoir en tête, c'est que dans cette situation du pair à pair entre guillemets, en fait finalement on fait pas la déclaration comme on le devrait. Donc on est finalement soit borderline, soit en dehors des lois. Et donc on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper ou de pas savoir. Mais dans le cas où le fisc vous tombe dessus, si derrière il ne considère pas que c'est une erreur, il considère que c'est une erreur volontaire, dans ce cas-là vous pouvez avoir des pénalités, vous pouvez avoir des amendes, je le disais tout à l'heure, 750 € par compte non déclaré. Si vous avez volontairement fait des inaptitudes ou des omissions dans votre déclaration, 125 balles par inaptitude. Si vous déclarez finalement vous avez plus de 50 000 balles de plus-value, et ben du coup ces valeurs elles sont doublées. Et en plus de ça, si le fisc parvient à montrer que vous avez réalisé des manœuvres occultes pour finalement en fait empêcher le fisc de pouvoir voir combien vous aviez, vous pouvez aller de 40% à 80% de pénalité. Alors bon, est-ce que c'est quelque chose qui arrive dans le cas d'un particulier lambda qui a un peu de Bitcoin? Je ne pense pas. Néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut potentiellement avoir en compte. Et avec la directive DCA8, les amendes sur les comptes non déclarés, c'est certainement quelque chose qui devrait arriver dans le futur. Pareil, avec potentiellement des pénalités, puisque les exchanges enverront toutes les informations, y compris les transformations en monnaie fiduciaire, au fisc. Et donc le fisc, finalement, en fait, saura quasiment tout. Et puis le dernier point, avant de conclure, c'est un point qui me semble essentiel, c'est de faire attention finalement à sa privacy. Déjà, utilisez pas de carte bancaire pour de l'achat, parce que sinon on sait exactement qui c'est, et derrière on sait combien vous avez investi, et on vous piquez des informations par rapport à votre achat de cryptoactifs. Utilisez pas votre mail personnel ou votre téléphone personnel quand vous ouvrez un compte, mais un mail nouveau, un téléphone nouveau. Comme ça, vous n'avez pas des données qui sont liquées et reliées à votre identité. Pareil, ne divulguez pas votre numéro d'identification dans le cas de pitch et de RoboSats, par exemple le pitch ID ou le Robo ID, c'est important. Et puis, vous achetez du Bitcoin en non KYC, c'est quelque chose qui est tout à fait légal. Donc derrière, c'est tout à fait envisageable et vous gagnez énormément en privacy sans qu'il y ait qui que ce soit qui vienne à dire au fisc que ces bitcoins vous appartiennent. Dans le cas où vous voulez un mail ou un téléphone, un numéro de téléphone qui est en fait qui est totalement nouveau, il existe des services comme Altadresse, Best Receive, SMS ou KYC.me qui sont en fait finalement des services qui permettent d'obtenir ces mails ou numéros de téléphone gratuitement ou payables en Bitcoin ou des choses comme ça. Donc vraiment pour être finalement en fait anonyme sur on va dire sur vos comptes. Et puis ensuite un autre point, c'est de faire attention aux informations associées à nos recherches. Donc pour ça, l'utilisation d'un VPN pour cacher son IP. Néanmoins, faut le dire, dans le cas de l'utilisation d'un VPN, si un gouvernement vient dire tiens, on veut telle IP de telle personne, le VPN il peut tout à fait donner l'IP, il a juste à faire le lien entre le relais et l'IP initiale et derrière c'est foutu. Donc un VPN, faire attention parce que finalement c'est pas une solution miracle. Il y a l'utilisation de Tor pour cacher son IP et ses données, lorsqu'on fait des recherches, donc ça très intéressant, mais Tor ça s'utilise pas constamment, ça s'utilise uniquement pour des situations spécifiques.
Également, le fait d'utiliser des exchanges qui sont non KYC ou bien même des decentralized exchanges, donc des DEX. La problématique, c'est que dans ce genre de situation, les exchanges sont même potentiellement à jour de devenir KYC, donc passer les infos. Généralement, ils les conservent. Et voire même, surtout, c'est que les bitcoins qu'on va envoyer sur ces exchanges ou ces DEX, en fait, finalement, même si c'est non KYC, on les possède plus. Donc, on perd de la souveraineté de ce point de vue-là. Donc ça, c'est une autre problématique. Et puis ensuite, on peut rajouter aussi des points qui sont un petit peu plus annexes et techniques, mais le fait de posséder et d'utiliser son propre nœud Bitcoin, on l'a vu dans la partie sur les nœuds Bitcoin et le Lightning, de connecter son portefeuille à son nœud Bitcoin permet de gagner énormément en privacy. De faire attention également à ces transactions on-chain, attention aux consolidations, à la gestion des UTXO. Si par exemple on veut venir à payer, j'en sais rien, un commerçant ou quelqu'un en Bitcoin, et que vous le faites on-chain et pas en Lightning, faites gaffe. Si vous utilisez un UTXO de 1 Bitcoin pour payer une bière, derrière le commerçant, en faisant de l'analyse de chaîne, très facile, il va pouvoir savoir que finalement votre bière, vous disposiez finalement de 1 Bitcoin sur votre portefeuille, et puis ça peut être des données utilisées pour le fisc, pour essayer de vous arnaquer, pour essayer de vous les voler, etc. Donc ça peut être intéressant lorsqu'on fait un paiement de ce type de toujours passer par un exchange pour pas avoir cette divulgation là. Et voilà, c'est beaucoup d'informations qu'on peut garder en tête. Certaines personnes vont choisir de ne pas rentrer dans les règles, d'autres vont choisir de rester dans les règles. Ce que je trouve pertinent, c'est dans tous les cas de savoir quelle est la situation actuelle pour pouvoir derrière faire les meilleurs choix. Et c'est la raison pour laquelle, pour terminer du coup ces présentations annuelles, il n'y en a pas eu 12, il y en a eu 10, puisque le meet-up avec le Cercle du Coin en décembre, nous n'en avons pas fait. Et par la suite, il y a eu 2 présentations qui ont été réalisées en même temps sur la sécurité des hardware wallets et sécuriser ses bitcoins. Donc voilà, finalement, sur une année, avec 10 présentations, je pense qu'a été proposé la quasi-totalité de tout ce que vous aviez besoin de savoir pour devenir, j'irais même presque à dire, un expert sur Bitcoin. Évidemment, il y a encore des points qui pourraient être développés. Je pense notamment à l'utilisation, on va dire, avec des tutoriels de multisig. Je pense également l'utilisation de situations techniques avec le Lightning Network, mais également, et ça c'est un point effectivement qu'on peut avoir en tête, comment faire pour analyser on-chain les informations qu'on laisse. Ça c'est une vidéo que je réaliserai dans quelques semaines ou quelques mois. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de temps et de cœur à partager toutes ces informations et toutes mes connaissances, qui sont je vais pas le mentir, des milliers d'heures de travail en amont, et par présentation et par vidéo, il y a 10 heures de travail sur chaque présentation, et derrière sur chaque vidéo, ça rajoute, on va dire, 3-4 heures supplémentaires, donc c'est beaucoup de travail, mais voilà, cette progression, elle se termine. N'hésitez surtout pas à utiliser tous les documents que j'ai pu utiliser, les slides, tout est en open source, donc là-dessus, allez-y. Juste une chose, comme d'habitude, citez vos sources quand vous utilisez ça. Voilà, écoutez, merci de votre attention, et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo qui sera certainement, je pense, sur l'analyse on-chain. Ciao, ciao.